Avant de commencer, quelques mots à propos de ce podcast. Ce podcast est possible grâce à ses contributeurs et animateurs, mais aussi aux sociétés qui le sponsorisent. Sérénité qui vous accompagne pour concevoir, industrialiser ou automatiser vos plateformes. Écrivez à contact@serenité.fr. Et Datatask d'Affinitech, la plateforme pour accélérer vos data lakes et data labs. Venez nous voir sur datatask.io. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Pour ceux qui ne connaissent pas le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Toutes les semaines, on essaye de vous sortir un épisode où on décortique l'information, où on vous prémâche toute l'information sur ces thématiques. Et on est aujourd'hui réunis pour un épisode un petit peu spécial, puisque c'est le dernier épisode de cette belle année 2023 qui a vu passer tant de nouvelles. Donc autant vous dire que pour faire une rétrospective de l'année, il a fallu qu'on se remue un petit peu et que l'on essaye de trouver ce qui a été le plus pertinent à vous offrir sur un plateau pour ce dernier épisode de l'année. Et donc, aujourd'hui, une équipe que je qualifierais presque d'historique, c'est-à-dire que là, toute la grande famille est réunie, puisque vous avez plusieurs années de Big Data Hebdo qui sont réunies autour de cette table virtuelle. Et donc, cet invité presque surprise, puisque ça fait tellement longtemps que nous ne l'avons pas eu, c'est bien sûr notre ami Alexander. Salut Alex, comment ça va ? Salut Vincent, merci de me recevoir pour l'épisode spécial de Noël. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis pas venu. Écoute, on démarre super bien en tout cas le podcast. Hein. Je sais pas qui d'autre pourra parler de 2023 comme d'une belle année. Et puis le gros de la famille. J'aime beaucoup la métaphore sur la famille. Donc ça fait un petit moment que je suis pas venu. Je crois que la dernière fois que j'ai enregistré une capsule, c'était pour l'épisode de Noël de l'an dernier. Mais écoute, on a toujours dit que le rond de serviette était perpétuel. Ça me fait bien plaisir. Je promets pas de revenir de manière plus assidue dans un futur proche. Je suis toujours chez Datastax, mais j'ai changé de poste. Donc avant j'étais contributeur individuel, donc développeur. Maintenant je gère une équipe. Ce qui n'est pas le même boulot pour ceux qui ont déjà fait la transition de l'un vers l'autre, oui. Et donc faut s'adapter. Il y a un petit temps d'adaptation avant que tout ça rentre dans l'ordre. Et comme on se le disait avant, j'ai pas été très assidu non plus sur les écoutes de podcasts, que ce soit le Big Data Hebdo ou d'autres d'ailleurs. Ce qui est un peu dommage parce que j'ai quand même du temps pour le faire vu que je sors mon chien 2 fois par jour et que je pourrais quand même y coller. J'ai rattrapé un peu mon retard, ceci dit, en préparation de cet épisode. Et je dois dire que vous faites un travail qui est formidable. Je crois qu'on a le fait de caster Paul était une très grande idée parce qu'il est bon ce gars. Hein. Le petit jeune, comme tu dis. On disait en préparant cet épisode qu'on est quasiment dans un mode un invité à chaque épisode, puisque Paul a tellement de choses à nous dire à chaque fois. Bravo Paul, tu es le héros de l'année, on va dire. Alors trop de flatterie pour moi, et attention parce que je vous prépare une séquence particulière là, pour ce dernier épisode. Mais bon, allez, on va finir notre petit tour de table. Reprenons par ordre d'apparition à l'écran. Nicolas, comment ça va ? Bonjour à tous, ça va bien. Donc toujours chez Flovea, donc ça fait 2 ans que j'y suis. Je fais donc des Flowbox, donc des compteurs d'eau. Et ça c'est 2 énormes années deuxième énorme année que je viens de finir. Avec toujours des fabrications de compteurs d'eau intelligents. C'est vrai que 2023, pour nous, c'était la finalisation de la V1, avec la certification et les premiers déploiements, et une année 2024 assez prometteuse. Mais c'est vrai que toujours dans un contexte un peu compliqué, puisque finalement, Flovea, son métier originel, c'est le monde du bâtiment qui a bien souffert en 2023. Donc une année un peu compliquée par pas mal de côtés, mais plein de potentiel. Donc c'est un peu schizophrène
par certains côtés, mais et puis là en ce moment je suis très très loin du big data parce que je suis plutôt dans les protocoles LoRa et compagnie, donc c'est plutôt méga small data. C'est méga small data et essayer de trouver finalement les bons compromis, et c'est bien parce que ça permet aussi de rechallenger un peu ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, en se disant finalement est-ce qu'on a besoin de faire des remontées aussi fréquentes et ainsi de suite, donc ça permet de revisiter un peu ce qu'on a déjà fait par le passé, donc c'est pas mal. Ouais. Jérôme ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi toujours d'être là. J'étais un peu présent, mais un peu moins sur la fin d'année surtout. Voilà. Et toujours chez Inéa. Plein de travail. C'est bien pour ça qu'on est plusieurs, Jérôme, tu sais. Hein. C'est qu'effectivement, on sait qu'on a tous des contraintes qui peuvent subvenir. C'est sûr, heureusement que Paul est là. Et en plus, il est sérieux à chaque fois, donc c'est génial. Et donc, tu es toujours chez Inéa, mon cher Jérôme. Toujours chez Inéa, oui, à faire le grand écart entre les systèmes de traitement et de stockage les plus modernes et les plus anciens. Voilà, c'est marrant, on découvre un monde qu'on croyait disparu et qui en fait existe toujours. C'est un voyage dans le présent, dans le passé, dans le futur quotidien. Ouais, excellent. Et Paul, pour terminer, puisque même si on t'a donné la parole brièvement tout à l'heure, redis-nous, pour les moins assidus de nos auditeurs, ce que tu fais dans ton quotidien. Alors, dans mon quotidien, Solution Architect chez Avanade, filiale Microsoft et Accenture, et content, soulagé que la veille technologique soit enfin terminée pour 2023. Ça va faire une charge de travail en moins, mais qui va sans doute redémarrer dès le 1er janvier 2024. C'est certain que le flux à absorber sur 2023 a quand même été d'une densité assez extraordinaire. Et donc, pour ma part, en dehors d'avoir été l'heureux géniteur de ce podcast et de continuer à l'animer, je ne sais même pas combien d'années après, on est peut-être à 8, on ne va pas être loin des 10 ans, on va finir par s'en approcher, j'ai l'impression. Et j'ai le plaisir d'animer deux sociétés qui sont Affinitech et Datatask, et mon métier, c'est de construire des plateformes data pour mes clients, et c'est un plaisir quotidien parce que ça m'amène à voir plein de choses passionnantes au quotidien. Eh bien, fin d'année veut dire quand même un petit peu de rétrospective, non seulement sur le contenu, mais aussi un peu quantitative. Et sur les 12 derniers mois, on doit approcher, parce que j'ai sorti les statistiques en début décembre, donc on était sur 11 mois, donc on doit approcher les 18 500, voire dépasser les 18 500 écoutes sur l'année. Ce qui est quand même beaucoup, puisque ça veut dire que chaque épisode est généralement écouté pour les plus gros 729 fois, et on verra le palmarès dans un très court instant, et puis pour les plus petits autour de 350 à 400 écoutes, ce qui est quand même assez impressionnant. Moi, je veux dire que je suis assez impressionné. Et puis, on a sur cette année des best performers, si je puis dire, qui ont été finalement sans trop de surprise, puisque on aurait pu penser qu'il n'y ait que les épisodes d'interviews d'intervenants extérieurs qui auraient pu faire des grosses écoutes. Alors évidemment, le premier, c'est Snowflake, parce qu'il était attendu de très très longue date, et puis chez Snowflake, il a été, je pense, beaucoup relayé par les gens en interne chez Snowflake qui l'ont écouté. Donc Ilyes, bravo. À fin novembre, ce podcast qui était diffusé le 27 juillet, cumulait déjà 729 écoutes. Et puis ensuite, on a des podcasts qui sont plus des podcasts de news qui ont été écoutés, puis qui sont Réinvente-moi des histoires, qui était en début d'année, qui est le premier épisode de l'année d'ailleurs, je crois, quelque chose comme ça, qui parlait de Réinvente 2022. Après, bien évidemment, on trouve très rapidement des choses où on parle de ce qui a été notre
sujet de préoccupation annuel, qui était ChatGPT et tous ses dérivés. Bien sûr, on en a beaucoup parlé. Certains nous ont reproché de beaucoup en parler, mais est-ce qu'on aurait été sérieux si on n'en avait pas parlé cette année ? Donc, certains ont même proposé que le Big Data Hebdo devienne le LLM Hebdo, mais non, on ne changera pas notre marque de fabrique. On sait que de toute façon, en dessous de tout ça, il y a toujours de la data. Et on a bien évidemment dans ce top 5, on a un des 2 épisodes. Alors c'est peut-être cet épisode, c'est peut-être cet enregistrement-là qui est le top performer de l'année, puisque c'est Databricks, avec notre ami Quentin Ambard, qui a été diffusé en 2 morceaux, puisqu'on avait été extrêmement bavard lors de cet épisode. Et chacun de ces 2 morceaux font effectivement presque 1000 écoutes à eux 2 cumulés, donc ça en fait finalement un épisode où on peut dire il tourne autour de 500 écoutes. Voilà, on va pas tous vous les lister, mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'on a des niveaux d'écoute qui sont super intéressants. Et je me suis amusé à sortir les cohortes. D'ailleurs, je crois que je publierai sur un repo Git le notebook qui m'a permis de sortir tous ces chiffres avec la data d'origine. Vous pourrez aller voir les cohortes. Et on se rend compte que la plupart des épisodes, bien évidemment, dans le premier mois où ils sortent, font un gros volume d'écoute. Et donc, un mois aujourd'hui, les mois récents, c'est des mois à plus de 1000 écoutes pour certains, donc puisqu'on sort 2 épisodes par mois. Et puis ça se tasse assez rapidement, c'est-à-dire qu'on fait presque un divisé par 2 à chaque mois ensuite sur un épisode, mais il y a quand même un étalement dans le temps de l'écoute d'un épisode. Ça veut dire qu'il y a des gens qui réécoutent des épisodes a posteriori, ils ne sont pas seulement écoutés non plus que quand ils sortent. Donc c'est un phénomène assez intéressant à regarder. Donc voilà pour cette rubrique des chiffres, et on aurait pu faire aussi des stats sur la vivacité du Slack, qui reste quand même le noyau dur de la communauté, et ça fait très plaisir aussi de voir de plus en plus de gens sur ce Slack, et surtout pas des gens passifs qui viennent juste écouter, mais beaucoup de gens qui commentent au quotidien ce qu'ils ont envie de commenter sur ce Slack et qui réagissent, et donc c'est quand même vachement bien. Voilà. Vincent, je peux me permettre quelques remarques ? T'es là pour ça. Déjà, le podcast a été fondé en 2014, c'est ce qui est écrit sur le site en tout cas, donc on va taper les 10 ans la vache 2024 très bientôt, donc il va falloir qu'on organise un truc un peu spécial pour ça aussi. Ça se fait 10 ans. Sur la question des épisodes et le focus sur les LLM et compagnie, je vois pas comment vous auriez... C'est une conversation, je crois, qu'on a eue sur le Slack à un moment. Je vois pas comment vous auriez pu passer à côté, en fait. C'est-à-dire que là, il s'est passé un truc cette année, on va en parler dans le récap, qui est quand même très particulier sur l'envol de toutes ces technologies grâce à ChatGPT qui a montré la voie, en tout cas, et ouvert la voie pour tout un tas de choses, et créé tout un nouvel écosystème, et avoir toute l'économie de la tech en fait qui s'engouffre là-dedans. En plus, on a Paul maintenant en maître de cérémonie qui est quand même, je balance rien, qui est très brandé Microsoft de toute façon de par le boulot qu'il fait aujourd'hui. Les liens de Microsoft avec OpenAI étant ce qu'ils sont et le nombre de produits qu'il y a sur Azure qui utilisent ça. Je veux dire, ça doit être toutes les news qui arrivent à vous doivent parler de ça de toute façon. Donc je trouve que c'est très normal que vous en parliez. Sinon, vous allez rester sur des sujets comme poussiéreux, comme Cassandra, les vues matérialisées, des trucs comme ça. Et là, alors ça intéresse sûrement des tas de DBA qui, depuis leur cave, manage des clusters Cassandra. Alexander, je trouve ça assez génial que tu aies craqué le sujet pour éviter de me laisser faire ça, et que tu as réussi à caser ça au bout de 15 minutes en te disant c'est un challenge, en fait. Comme ça il m'emmerdera pas avec ça. J'en parle chaque année, c'est à la date anniversaire, à l'épisode de Noël, je parle des vues mat, donc il n'y a pas de problème. Bon, écoute. Mais je crois que vous étiez totalement dans votre rôle.
et dans le rôle du podcast en couvrant autant de news sur ces sujets-là. Parce que c'est tout ce qui intéresse l'écosystème de la tech aujourd'hui, qui est drivé par une hype à chaque fois, c'est comme ça. Il y a des sujets qui sont hype par un moment et puis qui partent en retour de hype en stabilisation. On arrête d'en parler de manière plus active en fait. Donc il y a quelques news qui sortent dessus. Messieurs, allez, lançons-nous. Quels sont les épisodes qui vous ont marqué sur l'année qui vient de s'écouler ? Je propose que on fasse ça de manière interactive et que chacun réagisse. Et ça peut être un mix entre épisodes et faits marquants de l'année. On peut un peu faire ça de manière un peu dispersée. Qui se lance ? Allez, j'y vais. Vas-y, Nico. Alors c'est vrai que moi, dans les épisodes marquants de l'année, il y en a un en particulier, c'est l'épisode sur Quick Witch, je vais pas y arriver en plus à le prononcer. Et que j'avais bien aimé, parce que j'ai trouvé très... pareil, c'est un sujet que je maîtrise absolument pas, je les avais trouvés très pédagogues, et l'histoire de leur boîte, j'avais bien aimé aussi, donc c'était un format aussi bien sur la forme que le contenu que j'ai trouvé sympa. J'avais appris plein de choses. Et après, ce que je disais, c'est pas tant un deuxième épisode, mais plus un ensemble d'épisodes, effectivement à travers la pédagogie de Paul qu'on a déjà commencé à saluer, mais c'est vrai que je trouve qu'il a vraiment apporté un plus cette année pour des gens qui sont pas dans le monde du LLM au quotidien. Et effectivement, c'est vrai que moi j'ai pas forcément beaucoup de temps à y consacrer malheureusement pour le moment, et c'est vrai que je me sens moins bête quand j'écoute Paul, et au moins je comprends les grands principes. Bon, il y a encore plein de choses qui m'échappent, mais au moins je me sens pas complètement dépassé par le sujet et c'est déjà bien appréciable. Enfin, moi, il y a des coups où quand Paul parle pendant l'épisode, je me sens très con quand même. Faut qu'on arrête, il va prendre un boulard, pas possible. Quoi. Il va demander un salaire bientôt pour faire le Big Data Hebdo. Non, bravo. Et community manager, ça suffit quand même. Community management. Moi, et je te rejoins, Nicolas, parce que moi qui, au début, notre prise en prise de ce sujet, j'étais assez peu dedans sur ces histoires de LLM, et j'ai énormément appris effectivement par les news qu'on a partagées sur le sujet, quoi. Donc c'est clair qu'il y a eu un côté didactique, notamment pour comprendre le RAG, pour comprendre tous ces trucs-là, qui a été super important, quoi. Donc vraiment, je pense que sur tous les thématiques, et c'est une question que je me pose depuis longtemps, est-ce qu'il ne faudrait pas de temps en temps peut-être faire un hors-série où on explicite un sujet, où on prend le sujet du début et on le détaille, plutôt que de parler juste du sujet dans, entre guillemets, sa vision et sa nécessité d'expert tel qu'on peut le vivre par ailleurs. Tu vois, ça peut être intéressant, effectivement. C'est la question que je me pose parfois sur le fait d'avoir un côté un peu didactique pour des gens qui débarquent dans ce domaine et qui puissent avoir un épisode à écouter pour pouvoir se mettre un peu à niveau, quoi. Alors je sais pas si c'est le podcast est le vecteur le plus efficace pour faire ça, mais ça peut être... Ce que j'allais te dire, je pense qu'il faudrait faire des hors-séries, mais enregistrer genre vidéo YouTube, parce que des supports visuels sont souvent vachement utiles quand même pour expliquer des trucs complexes comme ça. Ouais, et en même temps, je veux dire, il faut effectivement avoir une approche différente, mais ça change pas l'écoute, parce qu'il y a aussi une façon de l'écouter, un moment de l'écouter. Et tu vois, par exemple, Tech Café, ils sont arrivés à faire des épisodes spéciaux où ils prennent une technologie ou une histoire. Et puis ils refont un historique, ils reprennent depuis le début depuis une certaine date, et ils arrivent à faire ça, et ils le font en podcast. Mais Guillaume Podjaspala, c'est quand même super doué pour faire, parce que c'est généralement lui qui s'y colle sur ces trucs-là, et il est super doué. Tu vois, les explications qu'a fait Paul sur les RAG et autres, elles sont assez bonnes. Donc effectivement, il faut faire attention par contre à la façon dont tu vas exprimer les choses pour que ce soit bien compris, et puis surtout faut pas le faire comme sur YouTube où les trucs vont trop vite, on n'a pas le temps de respirer. Faut vraiment avoir une présentation adaptée, quoi. Mais je pense que c'est faisable en podcast. Un monde où on a le temps.
Reprendre le temps. Ça n'existe plus, ça. Ça existe plus. Écoute, reprendre le temps, moi, c'est une préoccupation forte, tu vois. Reprendre le temps de faire bien les choses, c'est un vrai sujet, tu vois, pour moi. Je vais être très clair là-dessus. Et c'est un truc qu'on arrive à faire. Nico, est-ce que tu avais autre chose que tu avais dans ton escarcelle ? Je te rejoins sur Quick Wit. Tellement l'épisode a été... entre guillemets, l'aventure, autant le produit, déjà les explications sur le produit sont géniales, puisque François et Paul sont passionnés par ce qu'ils font. Et autant leur aventure entrepreneuriale est géniale aussi, je trouve. Et tellement différente de ce qu'on peut vivre quand, entre guillemets, le récit entrepreneurial classique des boîtes américaines, machin, ainsi de suite, ils sont tellement en marge de ce truc-là que c'était vraiment un plaisir de les entendre, tout à fait. Moi, je te rejoins là-dessus. Jérôme, qu'est-ce que tu avais Alors moi, l'épisode qui m'a le plus marqué, c'est celui à Devox en live, parce que ce qui est intéressant, c'est que déjà, il était complètement imprévu et imprévisible. Puisqu'en fait on a fait parler les gens qui étaient là, donc voilà, et on a eu un beau retour, un beau débat aussi, mais on a eu vraiment des intervenants qui étaient spontanés et qui nous ont apporté quelque chose qui était assez intéressant. Et puis en plus c'était l'occasion de rencontrer les gens, puisque en fait on a eu 2 occasions cette année de rencontrer certains auditeurs, donc cet épisode là et puis la soirée Big Data Apéro, ouais, qui a eu lieu plus tard, et c'est 2 contextes un peu différents, les 2 sont intéressants, voilà, et c'est pour ça que je le retiens. Ouais, mais t'es clairement, ouais, c'est clair qu'à un moment donné, ça fait partie de... On pourrait vouloir faire que du contenu, et ce genre de mode de fonctionnement fait d'animer la communauté. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à le faire plus qu'on ne l'a fait, parce qu'il y a un vrai sujet de ce point de vue-là, quoi. Donc on le refera de toute façon, ce truc, c'est clair, c'est évident. Bah, ce serait bien d'être à Devox l'année prochaine. Ben oui, on va le proposer. C'est d'ailleurs 2 saisons, puisque je crois que le CFP de Devox est actuellement ouvert. Donc on va proposer ça, évidemment, pour y revenir. Parce que c'était vraiment super. Et puis effectivement, si on peut se démerder pour pouvoir refaire des un ou plusieurs Big Data Apéro pendant l'année, un au printemps et puis un à l'automne, comme on a fait cette année, ça serait vachement bien. Ouais. Super. C'est clair. Alexander, même si tu nous dis que tu n'as pas écouté tant que ça d'épisodes, est-ce qu'il y en a un qui t'a plu dans ceux que tu as pu écouter ? Ouais, alors déjà, vous m'avez vachement donné envie d'écouter celui de Quick Wit, qui était dans ma to-do list de toute façon. Et alors, je vais prendre un épisode. C'est parce que le titre, je trouve que vous avez été vraiment brillant quand vous l'avez trouvé, celui-là. Et pour moi, il résume bien l'année. La semaine dernière a été une année importante. En fait, il s'est passé tellement de choses, les changements étaient tellement rapides, il y a eu tellement de nouveautés qui sont sorties tout le temps. Tout ça après une période, on va dire, qui était plutôt quand même morose, et où on se demandait s'il allait y avoir un rebond, un truc comme ça. Et en fait, le monde de la tech... Tout à l'heure, tu parlais de belle année 2023. À bien des titres, c'est pas une belle année. Non, je te confirme, effectivement. Mais la tech semble toujours rebondir quoi qu'il arrive. Et là où on a commencé l'année avec des layoffs, une situation vraiment moribonde, il y a un nouveau truc qui est arrivé. Donc il est arrivé en fin d'année dernière et ça a déchaîné les créations de start-up, les nouveaux investissements, les trucs. L'argent est revenu de toute façon. Il y a des choses qui se stabilisent et effectivement, chaque semaine était une année importante. Quand on avait une telle concentration de nouveautés qui sont pas, comme tu le dis, que des effets de hype, mais des choses qui font que des business entiers se montent là-dessus ou des business entiers pivotent pour s'adapter à cette nouvelle donne.
Moi, c'est un truc que je vis dans ma boîte, pas dans mon quotidien à moi, et c'est un des trucs qui fait que pour moi, c'est un peu difficile de revenir aujourd'hui dans le podcast de manière régulière. DataStax a pivoté. Donc, on était une database company et une cloud database company. Et maintenant, on est une GenAI company. Et là, ça peut prêter à sourire, mais on a toute une base en fait qui permet de supporter le pivot. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? C'est à voir. Je veux dire, il y a pas mal de compétition sur le domaine, mais tu vois à quel point ça drive en fait tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des VC de la Silicon Valley et toutes les boîtes. Si tu veux avoir une valo qui tienne la route, il faut que tu aies, comme tu disais, si tu n'as pas ton vector index ou ta vector DB, donc ça c'était dans un de vos épisodes aussi, tu as raté ta vie. Vous êtes vraiment très, très fort sur les noms des épisodes, les gars, parce que ça résume bien l'état du moment. Mais ouais, si tu n'as pas ta vector DB, bah, tu sers à rien. Donc tu vois que toutes les grandes bases, les Mongo, les Postgres, Elastic, etc., Cassandra, ont leur vector index et leur capacité à faire de la recherche sur des vecteurs. Donc voilà. Donc le shift, il a été massif. Les titres des épisodes résument bien l'année, moi je trouve, et donc bravo pour ça. Mais je rattrape mon retard petit à petit, et le prochain sur ma liste c'est Quickwit. Paul, tu as un épisode qui t'a marqué? Alors, moi j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup les prévisions. De par mon métier, et donc j'ai beaucoup aimé forcément le premier épisode de l'année 2023 où on s'était lancé le défi de prédire des choses pour l'année, et je vous propose un petit retour sur nos prévisions. Alors je vous laisserai chacun un droit de réponse si vous le souhaitez, et je reprends je reprends avec Alex. Donc tu nous avais parlé effectivement du contexte économique difficile. On s'était pas attendu à ce que le premier licencié de la GenAI, en tout cas le plus célèbre, soit Sam Altman, même si ça n'a pas duré très longtemps. Et tu nous avais annoncé la sortie pour 2023 de Cassandra 5. Alors je comprends qu'effectivement AstraDB soit maintenant votre produit phare chez DataStax, mais on n'est pas loin quand même, hein. Si tu veux en dire deux mots d'ailleurs, on n'est pas loin, on y est quand même. Il y a un Cassandra 5 qui est disponible. Ouais, n'en déplaise à Nicolas, effectivement, c'est une bêta. Non, parce qu'avant, sur la préparation de l'épisode, on faisait un petit peu la récap et il a dit ça compte pas, c'est une bêta. Donc ça prend un peu plus de temps. Alors, ouais, le produit qu'on vend chez DataStax, c'est Astra, il y a DSE aussi, mais le focus, il reste énorme sur Cassandra, notamment parce que on utilise Cassandra comme base pour tous nos autres produits. Et donc le but du jeu avec la nouvelle équipe, c'est de contribuer tout ce qu'on peut à Cassandra pour pouvoir construire nos produits dessus. C'est de là qu'est venu d'ailleurs l'ajout des index vector. Mais je digresse. Cassandra 5, on a la première bêta qui est sortie. Elle est un peu amputée de certaines fonctionnalités qui ont été repoussé à la 5.1, notamment Accor qui était, je pense, la grosse feature qu'on attendait. Mais la V5, je crois, aura les index, les vector index. Ouais. Le développement sur Cassandra va bon train, ceci dit, et on a bien repris sur un cycle avec beaucoup de nouvelles features qui sont ajoutées. Donc ça a totalement redynamisé le truc. Alors on continue avec les prévisions 23 faites en janvier. Vincent et Nicolas, vous aviez évoqué WASM, ou le WebAssembly, comme voilà, même un vecteur de changement dans le monde de la data. Alors j'ai l'impression qu'on parle encore toujours de WASM, mais j'ai l'impression qu'on en parle toujours un peu en prévision peut-être pour 2024. Je ne sais pas si vous avez un avis sur l'année écoulée autour de ça, Vincent ou Nicolas. Bah, DuckDB a annoncé son truc WASM la semaine dernière, je crois, où j'ai vu passer un truc très récemment. Tout à fait. Alors, c'est un peu, je vais pas dire que c'est le pétard mouillé, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais ça n'a pas été aussi évident, cette histoire de WASM, que ça devait l'être. Je reste intimement convaincu que on nous sort des machines de plus en plus puissantes
typiquement aujourd'hui un MacBook il est plus puissant que l'instance qui peut être en back-end sur le cloud pour triturer ta donnée. Tu peux réellement te poser la question, te dire que tu as un fichier parquet d'une centaine de mégas. Tu mets déjà beaucoup de choses dans un fichier parquet d'une centaine de mégas. Hein. Tu le descends sur ton poste, ça prend un peu de temps, et après c'est super rapide de le manipuler sur ton poste. Et tu prends effectivement cette déclinaison WASM pour parler de DuckDB qui sera un sujet à part entière. Tu prends ce truc-là, tu fais des merveilles, tu peux faire des merveilles sur ton poste en WASM. Après, tu as le WASI qui est ce qui aurait pu être, mais que pour le coup, j'ai pas l'impression qu'il arrive plus vite que ça, qui aurait pu être un Docker killer. Certains le présentaient comme ça. Et ça, pour le coup, le WASI, qui est donc le déclinaison serveur du WASM, je suis pas certain que ça prenne plus que ça. Ah, je pense que si, ça prend son... Je crois que Docker l'a intégré, je crois, de mémoire. Hein. Enfin, il y avait une expérimentation, je sais pas, je l'ai pas testé, mais il y avait il y avait quelques projets autour de ça, mais c'est vrai que ça l'idée va de moins départ, vite c'était la JVM 2020 c'était le bon vieux concept du Build Once Run Anywhere qui avait présidé au démarrage de la JVM pour les plus vieux d'entre nous en 99 2000. Moi je pense qu'il progresse hein, et effectivement mais ça va pas aussi vite qu'on aurait imaginé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais en fait, à la rigueur, c'est presque une bonne nouvelle parce que ça prend son temps. Et je pense que c'est WASI qui va faire la fortune de Wasm, comme en fait Java qui a été inventé pour programmer des micros, des grippins et qui finalement sert plutôt au serveur. Oui. Et c'est à peu près la même couche écologique. Alors l'avantage c'est que il tournera à la fois sur le serveur et sur le client. Et c'est ça ce qui va faire sa force. Mais je comprends que ça aille pas plus vite que ça. Ceci dit, je verrais bien DuckDB en WASM. Moi j'y crois dur comme fer sur le fait de se dire dans le browser. Alors je vais pas spoiler ce sur quoi on réfléchit, mais tu prends du PRO Flight par exemple, qui permet de véhiculer avec un gRPC Lite des volumes importants de données vers un browser, ça marche super bien, hein. Tu peux le faire, tu descends ça, tu as une capacité à faire du SQL dans le browser avec ce flux de données que tu as récupéré, ton côté server-side il devient très réduit, finalement il sert à prendre de la donnée, la sérialiser, la mettre dans le tuyau et tu la processes localement. Éventuellement tu peux faire un peu de pushback de ton SQL pour faire un peu de filtrage de la donnée pour éviter de véhiculer effectivement tout ton patrimoine de données. Mais dans le browser, tu te retrouves à pouvoir faire de la manipulation telle que tu la faisais sur un client lourd auparavant, comme un tableau ou des choses comme ça. Et je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, hein, et Wasm va avoir sur ce genre d'application qui auparavant nécessitait une application native, on va pouvoir les faire dans le browser directement et exploiter les ressources de la machine. C'est surtout ça qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'à ouais, mais il y a un autre truc, c'est par exemple, tu prends Wasm, tu prends WebGL, pas GL, qui permet d'accéder à la carte graphique, mais aussi pour faire du compute. Oui, je vois. Tu prends donc Wasm, ça, et tu prends des LLVM qui commencent à devenir un peu plus petits, et tu vas pouvoir faire tourner des trucs au plus près de la machine. Alors est-ce que ce sera la bonne idée? Peut-être pas, mais peut-être que oui, ou sur certains cas d'usage. Et tu vas peut-être avoir des choses comme ça qui vont arriver, mais par contre, je pense que ça va prendre le temps. Ça va prendre du temps. C'est pas forcément. Moi, je pense pas que c'est ce genre de truc arrivera l'année là qui va venir. Mais ça évolue. C'est Clever Cloud. Ils sont en train de faire tout leur lambda sur du WASI. Alors, et je pense que d'autres le feront d'une façon ou d'une autre. Et aujourd'hui, par exemple, si tu fais une application où tu as besoin d'extensibilité, embarquer des modules Wasm, c'est une bonne solution, je dirais. Soit un langage de script comme Lua. Alors, ça se fait bien, hein. Ouais.
ou autre, soit un langage un peu plus poussé, suivant ce que tu veux faire, avec des composants Wasm, ça peut être une bonne idée. Hein. Alors vous n'avez pas manqué d'évoquer DuckDB et alors moi en tant que statisticien je me suis posé la question quand même en cette fin d'année, corrélation ou causalité, est-ce que c'est le nombre de news, Vincent, que tu as relayé sur DuckDB qui ont fait le succès de ce produit aujourd'hui? Je vous laisserai trancher. J'ai fait preuve d'un prosélytisme assez important sur le sujet, j'admets. Mais tu l'avais annoncé effectivement dans cet épisode de prévision pour 2023. Non, mais j'aime bien gagner. Alors, comme je m'étais engagé sur le sujet, j'ai mis le paquet pendant l'année. Alors, un sujet. Alors, j'ai fait le jeu de réécouter cet épisode en entier. Et on a passé une demi-heure. Donc, il y avait Jérôme, Vincent et moi au micro ce jour-là. On a passé une demi-heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Jérôme ou Vincent, on a parlé d'un outil qui, pour nous, allait tout révolutionner. Il y avait vraiment un consensus entre nous trois. On s'est dit que un certain langage allait disparaître parce qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus efficace d'un niveau syntaxique qui venait d'arriver. Est-ce que vous l'avez? Attends, je suis DBT. Dans les mauvaises réponses. Non. Je l'ai écouté partiellement l'épisode. On allait dégager SQL. Voilà, c'est SQL qui allait disparaître. Et ça allait être Malloy qui allait faire la tambouille. Préquel. Ah, préquel, merde. C'était pas voilà, donc fin 2023, SQL est encore là. Préquel, bon. Voilà, mais en tout cas, on avait un très beau consensus. On était tous les trois absolument certains que ça allait. Enfin, des qualités de cet outil. Et je reste convaincu. Et tu vois, et je reste infiniment convaincu de ça. Sur le fait que ces langages qui sont plus adaptés à l'expressivité de tâches analytiques que peuvent l'être SQL vont un jour finir par gagner. Ouais, et en même temps, quand je vois qu'avec Reinvent, AWS a annoncé le support sur RDS de DB2, en fait, je suis beaucoup moins optimiste. Ton côté dinosaure qui ressort. Pardon. Mais de toute façon, non, mais Paul, c'est foutu. C'est pas Préquel, c'est pas Schmoldu qui remplacerait SQL, oui, c'est le fameux langage texte. naturel, ouais. Alors, on va finir sur cette séquence retour sur les prévisions 2023 avec toi, Jérôme. Donc, tu avais évoqué quand même à l'époque le de Tech News qui allait pouvoir être généré avec les IA elles-mêmes génératives. Je pense qu'on a eu quand même de belles démonstrations tout au cours de l'année. La dernière que je lisais, elle est assez bluffante. C'est un ancien Premier ministre pakistanais qui se présente aux élections présidentielles depuis... il est en prison et sa campagne électorale est faite à partir de deepfake, alors annoncé, hein, mais c'est assez fou et je pense qu'on va vivre une année 2024 là-dessus aux États-Unis avec les élections aux États-Unis qui vont aussi encore montrer des choses sans doute qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Mais voilà, tu avais relevé cet élément-là et je pense que là pour le coup tu t'es pas trompé, Jérôme, sur le difficile encadrement qu'on allait avoir de ces nouveaux outils. Et alors, d'ailleurs, tu parles de deepfake. Est-ce qu'on peut continuer à appeler ça des deepfakes alors que c'est pleinement assumé, que c'est annoncé, qu'il n'y a pas lieu de tromper les gens? C'est-à-dire qu'en fait, deepfake avait clairement le sujet de... C'est un truc où on te fait croire que c'est la personne, mais là, on te dit clairement, non, c'est pas lui de toute façon qui parle, puisqu'il est pas en mesure de parler, mais on a généré ce contenu. Donc, je sais pas si le terme deepfake va être... Je suis d'accord, dans ce cas-là, c'est pas pas facile, hein. En fait, c'est le terme fake, c'est pas une tromperie, en fait. Voilà, on va le dire en français. Voilà. C'est pas une tromperie, c'est quelque chose de généré. Et ça, on va peut-être l'avoir d'ailleurs aux États-Unis parce que en plus, il y a un des candidats potentiels qui risque d'être en prison et qu'apparemment il n'est rien prévu dans la Constitution sur le fait que le candidat soit en prison ou pas. Donc il pourra peut-être être président élu en étant en prison, quoi. Ouais. Et donc ça peut faire aussi des présentations. Il aura peut-être besoin d'utiliser justement des systèmes génératifs pour se donner une présence, ou je sais pas quoi. Bon, bref. Enfin, on digresse vraiment beaucoup.
Et pour finir avec mon autocritique, j'avais prédit l'arrivée de data éthiciens dans les entreprises, donc des philosophes, des spécialistes des sciences humaines qui allaient venir encadrer en complément de l'aspect juridique, qui allaient venir encadrer l'usage des IA génératives. Je pense qu'à peu près toutes les équipes qui tournaient autour de l'IA responsable dans les grands clouds se sont faites à peu près, ont disparu ou été complètement restructurées. Bon, voilà, donc là je me suis quand même bien planté. J'avais quand même aussi parlé du retour du chatbot. Alors là, voilà, il est revenu. Je l'avais peut-être pas vu quand même sous l'angle aussi fort du search, parce qu'on a parlé de RAG effectivement. Le RAG, ça reste finalement, enfin en tout cas le R du RAG, ça reste une façon de faire de la recherche. C'est assez étonnant de se dire que la recherche c'est pas une problématique nouvelle. Il y avait certainement, il y a eu quand même des outils très efficaces qui étaient déjà présents. On est quand même en train de réinventer des outils pour ça. Bon, avec quel succès, je sais pas. Ça c'est peut-être justement 2024 qui va nous dire si tous les POC de RAG passent en production. Mais en tout cas, on aura. Ça, j'en reparlerai quand on se projettera vraiment sur 2024. Ouais. Mais effectivement, je pense qu'il y a plus que le monde du search, c'est le monde du knowledge management qui. Mais pour le search, en fait, je le comprends plutôt bien parce que c'est typiquement les LLM là où ils sont bons, c'est traiter une question un peu floue et sur un tas de données qui est un peu flou et pas très structuré, voire pas structuré du tout. Donc ils sont typiquement dans leur périmètre adapté. Comment dire, c'est vrai. Effectivement, c'est là où ils peuvent justement apporter quelque chose. Je trouve que ça n'a pas pris, moi. En tout cas, par rapport, on parlait de ChatGPT comme un remplaçant à Google en termes de recherche, et en fait, ça fonctionne pas pour moi. Déjà, il y a le problème des hallucinations. Il peut te dire n'importe quoi. L'anecdote que vous avez remontée, je sais plus si c'est qui a allumé la mèche sur le sujet, de demander ce qu'était le Big Data Hebdo à ChatGPT. Ça a été quand même une vaste blague. Hein. On peut un peu détailler d'ailleurs et là mettre un tableau d'honneur entre ChatGPT qui en 3.5 sait même pas qu'on existe, parle de podcasts qui n'existent plus, comme podcast francophone de la data. ChatGPT 4, miracle. Bon, pour notre plus grand bonheur, on remonte avec quelque chose qui est assez podcast bimensuel, animé par 4 experts IT et Big Data, abordant les sujets techniques des Big Data. Très bien. Et puis alors, le pompon du pompon arrive avec Bing Search, où les 3 podcasts cités comme étant des podcasts liés à la data ne sont absolument pas des podcasts de la data. Puisque le premier cité, c'est Le Panier, qui est un podcast très bon d'ailleurs sur le e-commerce. La Martingale, c'est un podcast sur les finances personnelles, qui est très bon aussi, fait par Mathieu Stéphanie, dont je recommande tous les podcasts, puisqu'il fait un super boulot. Et le troisième podcast, c'est le podcast de Pauline Léniaud, que je ne connais pas, qui est sur l'entrepreneuriat. Voilà, 3 podcasts sur le big data et l'IA selon Bing Search. Donc on a quand même, je reviens sur mon éternelle analogie que c'est potentiellement le meilleur stagiaire que vous pouvez avoir sous la main. Donc comportez-vous avec ChatGPT comme vous vous comportez avec un stagiaire. Oui, clairement, il faut tout remettre en question. Moi, là où ça fonctionne bien, c'est sur les histoires de RAG, quand tu as un corpus particulier de données ça marche vraiment bien. C'est vraiment le RAG. Et la recherche... La recherche ou la recherche statistique, pure statistique, était un peu difficile parce que, maintenant ça va faire 15 ans, il y avait la réponse à pourquoi Google fonctionne mieux que votre moteur de recherche interne. C'est parce qu'en fait Google vous donne toujours une réponse, mais vous ne pouvez pas vérifier que c'est la meilleure et qu'elle est pertinente. Et je pense que sur le RAG, c'est là où le progrès va être le plus fort, parce que quand tu connais ton corpus et que tu cherches des choses, tu as des questions beaucoup plus précises. Les moteurs un peu plus statistiques par mots-clés, ils étaient pas toujours super bons, même si ils étaient quand même très bien, hein, mais t'avais du mal à avoir un truc
Et donc avec le RAG, je pense que ça a vraiment un plus. Après, pour les trucs hyper généralistes, surtout des systèmes qui sont mis à jour pas si souvent que ça finalement. Je sais pas, mais ceci dit, je crois qu'ils font du RAG. Bing, ils font un peu l'équivalent du RAG par-dessus, quoi. Sauf que la présélection doit être plus compliquée, quoi. Aucune idée. Mais de toute façon, moi, après, ça dépend de plein d'autres choses. Hein. C'est jamais très évident, ce genre d'histoire. Tu voulais dire, Alex, Pardon, je t'ai coupé. Coupé dans ton élan, je crois. Non, finir juste sur le fait que nous, on utilise un outil qui s'appelle Glean chez DataStax, qui a indexé donc toutes les pages Confluence qu'on a, les Google Docs et compagnie, et on l'utilise avec Glean Chat comme un chat GPT, mais sur nos données précises. Et dès qu'il y a un truc où on se demande comment on fait ça dans la boîte, des procédures sur les voyages, sur des trucs techniques pour avoir accès à tel ou tel système, en fait, tu poses la question en langage humain. Ça marche merveilleusement bien. Et là, c'est vachement pertinent parce que les données sur lesquelles ils bossent sont très précises. On a fait 2-3 trucs là-dessus pour des clients récemment. Et c'est quand même bluffant en termes de capacité à répondre de manière pertinente. Donc c'est vraiment impressionnant. Paul, tu en avais terminé ou il te restait encore un petit truc dans ton escarcelle ? Ça a fait le tour de nos anciennes prévisions. Eh bien écoute, on n'a pas tout faux, c'est bien. Hein. On a des trucs qui sont plutôt bons, je trouve, c'est pas mauvais. On va devenir cabinet prévisionniste sur la techno, c'est bien. Quels sont pour vous, même si ça peut redonder un petit peu avec ce qu'on s'est dit sur les épisodes, les faits marquants de 2023 ? Alors évidemment, il y a le LLM qui, moi je vais le dire pour moi, le LLM ça m'a passionné, ça a été complètement fou et ainsi de suite, mais on vient de le dire, c'est finalement, moi plus que le LLM, c'est la mutation du knowledge management qui est un truc dont j'entends parler depuis que je suis dans le métier, quoi. C'est-à-dire que depuis 30 ans, j'en entends parler de cette histoire de knowledge management, et j'ai l'impression qu'on est en train, justement, tel qu'on le disait, avec l'exemple type de ce que tu dis, Alex, à l'instant, du wiki d'entreprise où personne n'allait auparavant parce qu'on ne savait plus jamais rien retrouver dedans, et toute cette somme d'informations cumulées là-dedans devient d'un seul accessible et rendu restituable pour tout le monde. Et je pense que moi, c'est vraiment le fait marquant, c'est de libérer l'information, de la sortir de là où elle était enfermée grâce à ces LLM. Et c'est vraiment là le sujet. Le génératif de je te crée du contenu. Typiquement, c'est enthousiasmant, entre guillemets, mon âme de photographe, quand je vois qu'on peut compléter une photo parce qu'on a mal cadré la photo, je trouve ça impressionnant. Mais bon, voilà, ça va pas changer un pan complet d'activité. Néanmoins, moi, il y a ce côté compréhension, et comme on le disait tout à l'heure, le SQL, finalement, est-ce qu'on n'est pas très loin de se dire, j'ai regardé un peu ce que Amazon avec Q faisait, rendre l'information accessible est un truc qui, pour moi, est un gros changement quand même sur l'année qui vient de s'écouler. Je pense que ChatGPT, GPT-4 et avec le ChatGPT+, va mettre une bonne claque à Excel. En fait, ma femme est agent immobilier. Et j'ai réfléchi à quelques manières dont ils pouvaient utiliser des outils comme ça pour leur activité. Et en fait, j'ai téléchargé, il y a un site qui te permet de télécharger toutes les annonces seloger.com par exemple sur un endroit une zone particulière, une recherche particulière, sous forme de fichier CSV. Et en fait, GPT+, tu peux lui filer le fichier CSV et lui poser des questions dessus, et lui demander de te sortir des graphiques, tout ça en réaffinant au fur et à mesure, comme on le fait avec GPT, de la conversation. Il garde le contexte,
Et avant, il aurait fallu comprendre le fichier Excel, faire des tableaux croisés dynamiques, tracer tes graphes, tes trucs comme ça. Et là, en quelques minutes, en fait, juste en lui posant les questions, tu vas pouvoir avoir les prix au mètre carré par DPE, quelles sont les agences qui ont le plus d'annonces par tranche de prix de biens et des choses comme ça. Tout ça sans aucune compétence préalable sur l'informatique ou sur Excel. Ouais, mais c'est là où ça change énormément de choses mais pour moi c'est quand même, c'est cohérent de dire que c'est l'un des faits marquants de l'année, quoi, pour le coup, me concernant, quoi. Et t'as vérifié que les chiffres qui te sortaient étaient justes, toi ? Ou t'as un moyen de t'en assurer ? Oh, tu peux. Ben, justement, en faisant de l'Excel. Ce truc-là, c'est assez facile d'aller voir. Après, ce qu'il me disait était cohérent. Ouais. J'ai pas fait de double vérification. Je pense qu'il n'y a pas trop d'hallucination possible. En plus, il décrit tous les champs qu'il va utiliser. Il te donne la méthode, il t'explique la méthode. Ça reste. Il te file même le code Python pour générer les graphiques avec NumPy et compagnie. Hein. C'est fou. Ouais, alors s'il passe par là, peut-être que c'est un peu plus fiable, effectivement. Un peu plus fiable. Si tu as l'explicabilité de la chose, c'est un peu plus fiable. Et puis, ouais, on en a déjà un peu parlé. Moi, c'est vrai qu'effectivement, ce DuckDB a été pour moi l'un des trucs les plus dingues d'un point de vue d'infrastructure data que j'ai vu, et qui change énormément de choses parce que on se retrouve à faire des choses qui auparavant requéraient beaucoup d'infrastructures, à le faire de manière très légère avec ça. Et en plus, quand on colle ça avec l'écosystème DBT, on a vraiment un truc qui, nous, on commence à voir vraiment des progrès très importants, des clients qui switchent des infrastructures très lourdes pour faire des choses avec ça. Et donc, moi, c'est le deuxième marqueur pour moi de l'année, quoi. Voilà, c'était cette histoire data lightweight, entre guillemets, avec DuckDB et DBT. Alors on est un peu dépassé par la hype, puisque maintenant on n'est pas loin du truc. Si tu fais de la data et que tu ne fais pas de DuckDB ou de DBT, ou surtout si tu fais pas de DBT, t'es un gros naze. Mais il y a du Mathillon aussi. Ouais, mais on n'est pas loin de ce marqueur un peu gênant du truc qui est de la techno qui devient quasi mainstream sur certains sujets. C'est toujours embêtant. Il va falloir aller changer de vague, comme disait, comment s'appelle-t-il, Didier Girard de Sphère, qui disait « Quand une techno commence à être utilisée par tout le monde, moi j'essaie de changer de vague. » Je pensais que c'était Body dans Point Break. Je pense que c'est de là que ça vient au départ, bien sûr. Voilà pour me concernant. Je peux y aller ensuite. Vas-y. Allez. Donc l'effet marquant pour moi, clairement, c'était, et puis ça nous a touché directement, c'était le virage GenAI de toute la tech. Mais toute la tech. T'as plus un produit qui te fait pas de la génération assistée par IA, que ça ait de Figma, Canva. Clairement, tous les trucs de production visuelle l'utilisent. Dans le monde de la musique, c'est assez dingue aussi. Donc j'ai un petit groupe amateur avec le compositeur du jingle du Big Data Hebdo. Et là, on est en train de voir pour faire de la compo. Alors lui, il compose, bien sûr. Et il a essayé Suno pour la première chanson originale. Et en fait, le truc est totalement dingue. Tu lui files des paroles, il va te coller une voix dessus, tu lui demandes le style de musique que tu veux. Et il te pond des trucs qui sont assez impressionnants. Donc GenAI à tous les étages, et le fait que ça drive les investisseurs et la valorisation des boîtes, clairement. Donc il y a une nécessité d'être dans le trend aussi. Les capacités, je viens d'en parler, de ChatGPT avec en particulier GPT-4 et ChatGPT+, parce que la grosse limite, c'est le contexte et les infos sur lesquelles ChatGPT va travailler, donc le problème des hallucinations, etc. La capacité de lui filer un fichier PDF, un papier de recherche, un truc comme ça, et de lui poser des questions dessus, est un truc totalement dingue pour moi. Tu lui demandes de te résumer les choses, de te sortir une analyse,
J'ai donné l'exemple du marché immobilier, mais ça peut s'appliquer à absolument tout. Et comment ça s'appelle, Google, et ça va être dans mon sujet d'après, Google l'a montré comme argument sur Gemini, dans les tests qu'ils ont fait, d'aller chercher tous les papiers de recherche sur un domaine particulier et d'en tirer de l'information et de créer une table qui va permettre de comparer en fait tous les résultats qu'il y a eu sur tous ces papiers qui traitent un peu du même sujet. Donc cette nouvelle capacité d'analyser au-delà nos capacités individuelles à analyser ces informations. Google, justement, qui me semble vraiment être en grosse galère pour rattraper le retard pris par rapport à OpenAI et du coup Microsoft, vu les investissements qu'ils ont fait dans OpenAI. Et tu sens qu'ils essaient, ils essaient de sortir Bard. Bon, je sais pas si Bard, vous, ça c'est un truc que vous utilisez ou pas. Déjà, le fait qu'il n'ait pas été disponible en français pendant assez longtemps est un problème pour moi. Et derrière, en fait, je vois pas l'intérêt de passer à Bard par rapport à la souscription ChatGPT que j'ai déjà. Donc je crois qu'ils vont avoir bien du mal à l'imposer, alors que ça aurait dû être fait depuis longtemps. Ils avaient Google Assistant qui aurait pu être dopé à tous ces trucs-là depuis très longtemps. Gros problème. On voit, je pense, pour reprendre ce thème que tu dis à l'instant de Google, on voit que la capacité de Google à mettre en musique des choses devient foncièrement de plus en plus réduite et de plus en plus difficile. Ils arrivent de plus en plus à aller au marché avec quelque chose. Alors je suis convaincu qu'ils ont des trucs extraordinaires de disponibles et ils n'arrivent pas à mettre ça en musique. On voit bien qu'il y a cette difficulté à mettre les choses en musique qui est évidente chez eux. Et ça, pour le coup, c'est inquiétant pour une boîte de cette taille-là et c'est inquiétant pour une organisation du travail qui s'est faite autour de ces outils, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, combien de fois vous allez sur Google dans la journée, et moi je vois que les gens qui vont de moins en moins sur Google et qui vont de plus en plus vers ces alternatives sont plus performants. Et je le vois. Et je pense que Google a de grosses inquiétudes à se faire quant à ce qui reste quand même son vecteur de développement économique le plus important quand même. Voilà. Hein. Ouais. Et il y a eu beaucoup d'annonces là sur Gemini, mais il semble qu'il y ait des petites difficultés quand même de mise en route sur tout ça. On va voir ce que ça donne, si ça arrive à mettre une claque à OpenAI l'an prochain. Ça semble pas bien parti. Hein. Pour l'instant, j'ai pas le Gemini Ultra, mais les benchmarks, je partageais ça dans le Slack l'autre jour, sont pas folichons. Hein. Je finis rapidement pour reboucler aussi avec une question que m'a posée Paul tout à l'heure sur le nombre de services de streaming auxquels j'étais abonné. Donc plus qu'avant, alors moins parce que Salto a fermé malheureusement, mais je l'ai remplacé par d'autres. Le drama d'OpenAI avec le limogeage rapidement annulé de Sam Altman, pour moi c'est un délire total. Hein. Ça montre à quel point tout ça c'est bordélique et fait n'importe comment quand même, ce qui en dit long. Et j'attends avec impatience la série adaptée de toute cette histoire sur Netflix ou sur Disney+, pour avoir accès aux coulisses, comme on a pu le voir sur Theranos ou sur WeWork. Il y a déjà quelqu'un qui a utilisé ChatGPT pour générer le scénario, c'est évident. Sûrement, mais c'est à la fois ridicule et édifiant comme histoire. Mais donc, dis-nous, c'est pour ça que tu n'as plus le temps de faire le Big Data Hebdo, Alex. Tu es devenu benchmark. T'as créé un petit institut de conjoncture sur les services de streaming et tu épluches le catalogue complet de tous les services de streaming pour pouvoir donner ton avis. Dis-le-nous. Malheureux, même pas. Je regarde très peu. Les seuls trucs que je regarde. Tu regardes les factures d'abonnement, c'est ça? Voilà. Apple TV+. Non, ça va. J'ai trouvé des combines pour que ça me coûte pas trop cher. Parce que 700, on a déjà un par jour, donc de la semaine. Ouais, mais avec MyCanal et bref, tu peux tous les avoir d'un coup quasiment pour. Oui, c'est vrai, effectivement, avec MyCanal, tu peux en avoir un sacré paquet, ouais, effectivement. Puis demande des résumés à ChatGPT+ pour être à peu près synchro, même s'il voit pas tous les épisodes. Cette bonne blague. Bon, alors qui se lance?
Je continue. DuckDB, je vais pas revenir dessus, t'en as déjà parlé. Moi, ce qui m'a le plus surpris cette année, c'était plutôt le côté open source des LLM. Je ne l'attendais pas si vite et si tôt. Alors, je sais pas dans quelle mesure le fait que Llama V1, je crois, de mémoire, a fuité sur Internet et a forcé un peu Alors, je sais pas si ça a créé cette démarche open source, si ça l'a forcé, si ça l'a accéléré. Mais c'est vrai que je trouve ça plutôt cool que des modèles open source s'en sortent. Enfin, soit sortis, puisque ça permet effectivement de sortir un peu des acteurs américains, sans tomber dans du complotisme ou autre, mais c'est vrai que ça permet de rediversifier un peu, rebattre les cartes d'un écosystème, même si OpenAI est loin devant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le Mistral AI, et puis même toute l'activité, on va dire, autour de l'AI en France et sur Paris, qui a l'air de bien prendre, et je trouve assez salutaire de voir qu'il y a quand même une alternative européenne qui se crée. Donc à voir jusqu'où ça va, et en espérant que ça flippe pas sévèrement dès que Mistral a trop de fonds américains notamment, et fasse comme pas mal de boîtes françaises qui finalement au départ ont été créées par des Français, mais ensuite sont partis aux US et ne sont plus vraiment du coup des boîtes françaises, quoi. À suivre. Sur l'aspect open source, on peut quand même noter le rôle vraiment important, en tout cas dans le discours, de Yann Lequin, parce qu'il porte vraiment la parole. Alors, est-ce que c'est vraiment la parole d'ailleurs corporate de son côté ? Je sais pas le dire, mais il pousse vraiment ce message sur l'importance de l'open source pour l'IA générative, pour le contrôle qu'il y aura dessus, pour son évolution aussi, et c'est vrai que c'est un soutien, je pense, de poids quand même, encore plus pour nous en France. Est-ce qu'ils l'auraient fait si leur système n'avait pas fuité au début, quoi. Enfin, Ça me fait penser qu'on n'a pas célébré à sa juste valeur la réussite du métaverse. Et le Web3. 2023. C'est vraiment le game changer de 2023. Et oui, effectivement, on devrait faire les trucs auxquels on n'a absolument pas cru. Et effectivement, là, moi, j'aurais pu remettre une deuxième case cochée, là, parce que je n'y crois pas un instant depuis le J0 de ce truc. Je passe les gens qui sont pas foutus de faire leur métier dans la vie réelle, qui se mettent à vouloir le faire dans le métaverse et autres conneries, mais de manière évidente, quelle connerie ce truc. Je suis bien content que ce soit passé aux quasi oubliettes. Moi aussi. Oh là là, on a déjà du mal à interagir en vrai, putain, mais arrêtons, quoi. Un peu d'humain. Est-ce que je termine le tour de table avec les éléments marquants de 2023 ? Alors, je vais citer un acronyme, MOE. Alors, MOE, attention, c'est pas le retour des product managers. Alors, non, c'est bien entendu le mix of experts, donc qui est, moi, ce qui m'a le plus bluffé dans l'IA. Alors, je me mets ça au rang je sors un petit peu de l'IA générative ou des LLM d'ailleurs, parce que justement c'est vraiment dans le multimodal qu'on va rencontrer aussi cette approche. Donc mix of experts, c'est quoi ? C'est de se dire qu'on arrive, c'est quelque chose qui existe depuis quand même quelques années, qui est le fait de prendre différents modèles. Alors plus exactement, c'est différentes couches dans un réseau de neurones, et en fait elles ont un rôle d'expert pour des tâches particulières. Et en fait, cette approche-là, c'est celle qui est vraisemblablement derrière GPT-4 et qui a fait vraiment ce bond qualitatif du 3.5 au 4. Et c'est ce qui est aussi, et on le salue encore à nouveau, chez Mistral avec Mixtral. Donc vous entendrez parler de mixture aussi, le fait de mélanger, de faire jouer différents experts pour une seule interface, donc un seul front finalement. Et je pense que ça, c'est déjà bluffant d'un point de vue technologique, et c'est surtout tellement simple à utiliser, et je pense que ça va devenir sans doute un des standards. Donc Mistral, c'est la version 8x7b, qui est donc une conjonction de 8 experts pour derrière une seule API. Ça veut dire, Paul, si je détourne le truc un peu différemment, ça veut dire que là où on considère que le mode d'agent, entre guillemets, qui permet donc de dire à un résultat sorti par le LLM, je fais retraiter ce résultat par un agent qui va aller chercher de l'information complémentaire pour la remettre dans le contexte.
Là, on est dans un truc où, pour le coup, il y a un agent à l'intérieur du modèle qui, lui, va être capable d'interagir avec des sous-modèles très spécialisés à l'intérieur. Alors, je pense que l'image est bonne. Après, est-ce que techniquement, c'est exactement ça ? Je suis pas certain, parce que dans la notion d'agent mais dans les agents, enfin l'interaction entre agents, il y a vraiment cette idée de passer par le langage naturel généré par les agents pour qu'ils puissent prendre ces décisions. Donc je pense qu'on a un niveau plus concret finalement pour nous, parce que c'est impressionnant dès qu'on voit des logs d'agents, c'est très impressionnant de les voir penser par eux-mêmes. Mais on est effectivement sur cette idée de diviser une tâche, d'aller donner des tâches à des experts, et donc nos fameux stagiaires experts. Ça sera peut-être le nouveau terme pour aboutir à un résultat. Toi, Jérôme, t'avais pas un truc à dire, toi ? J'avais un petit... Alors, effectivement, c'est pas vraiment marquant. Effectivement, le sujet de l'année, c'était les LLM. Et moi, il y a un truc, on n'en a pas beaucoup parlé. Et c'est un peu passé calme, mais je pense que c'est plus quelque chose qui va peut-être... être plus présent les prochaines années. C'est la sortie de Nightshade, en fait, et des outils de data poisoning. Je sais pas si vous connaissez Nightshade. En fait, c'est un outil qui est capable de modifier une image un peu à la manière des algorithmes de compression qui en fait transforment l'image pour pouvoir la réduire en taille plus facilement, et en la gardant visuellement similaire. Là, l'idée, c'est que l'image reste similaire, mais par contre, que sa signature pour les algorithmes de détection d'analyse d'image, en fait, la fasse changer de catégorie. Pourquoi ? Parce que comme ça, vous êtes un ayant droit, vous voulez pas, vous en avez marre de ces IA génératifs qui piquent votre boulot. Vous pouvez publier une image que les êtres humains verront comme un chien, et que les outils d'apprentissage verront comme un chat. Et ce qui fait que derrière, ils apprendront à dessiner un chat avec un truc qui ressemble à un chien pour les êtres humains. Et en fait, ils ont commencé à montrer qu'avec un certain taux d'empoisonnement comme ça d'images, on arrive à dégrader les outils de génération, voire à les passer à un certain niveau, à les faire sauter. C'est dingue. Et voilà. Je suis pas sûr que ça résiste très longtemps aux moteurs d'IA qui vont s'adapter à va être une course. Enfin, je pense qu'on va pouvoir sortir les popcorn. C'est comme dans la sécurité, en fait. Oui. Tu rajoutes des trucs, les mecs essaient de les casser. C'est à celui qui s'épuisera le premier, hein. Comme les détecteurs de contenu généré par ChatGPT, où c'était là. Surtout qu'il faut un taux pas si grand que ça, en fait, pour que ça s'effondre et qu'à la fin, l'outil soit plus capable de faire un truc propre, quoi. Il y avait vachement le projet aussi où à la fin, ils arrivaient à faire oublier Harry Potter à certains LLM. Il y avait effectivement des expériences qui étaient rigolotes comme ça, de voir jusqu'à quelle est la résilience quelque part du LLM et jusqu'où tu peux le tromper. Donc c'est intéressant. Super. T'avais un autre truc, Jérôme ? Après, moi, c'était plus une prise de conscience personnelle, mais j'en ai un peu parlé tout à l'heure qu'en gros, les dinosaures sont toujours vivants. Et Jurassic, on en voit. Et en fait, Jurassic c'est tout un écosystème que, en fait, on en est très loin, nous, dans notre quotidien, mais il y a des gens qui sont dedans et qui sont très contents d'y être et autres. Et en fait, j'ai eu quand même une métrique qui m'a un peu frappé récemment. C'est par exemple, est-ce que vous savez le nombre de recherches qu'il y a sur Google à peu près, un ordre de grandeur? On va parler pas. Oh, j'ai su. C'est de l'ordre de 100 000 par seconde, mondialement. Ouais, si tu prends un moteur transactionnel comme CICS, qui est un des moteurs qu'on a sur des mainframes, je dis un des, il y a à peu près, ils ont estimé à 1,1 milliard de transactions par seconde. Millions, pardon. 8 millions. Je me trompe. Enfin, c'est déjà beaucoup plus. C'est au moins 10 fois plus que des recherches Google, qui sont des transactions sur ces vieux systèmes. Ça montre que c'est quand même vraiment très utilisé au quotidien, à l'échelle mondiale. Alors attention, ces mots qu'il faut pas perdre de vue. Transaction, c'est à peu près l'équivalent d'une requête. Effectivement. Ouais.
Ouais. Néanmoins, je pense que le domaine, la quantité de données maîtrisées par l'outil est inférieur à ce que le web représente. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas des moteurs de recherche. Enfin, c'est des systèmes vivants. Enfin, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que sont pas utilisés. Ces systèmes transactionnels étaient très bons sur peu de data, mais c'est de toute façon, on va être très clair. Hein. Regarde, en 2000, on a dit faut transformer, faut tout enlever, ainsi de suite. On n'a rien enlevé du tout, et 24 ans après, on est toujours pour beaucoup certains trucs qui devaient crever dans les 6 mois il y a 24 ans de ça. Sont toujours là, donc. Et en fait, j'ai eu un autre chiffre qui explique aussi pourquoi on en est encore là et pourquoi on va rester là, je pense, un certain temps. C'est qu'ils ont estimé à 12 000 milliards de dollars de sortir de ces systèmes. Et en fait, c'est ça. Ça coûte moins cher de faire marcher que de sortir. Donc il y a du boulot. Alors c'est peut-être pas le plus le plus sympa, mais vous avez du boulot dans ces domaines si ça vous intéresse. C'est du legacy, hein, on parle bien de legacy. Comme on dit, hein, si vous avez du legacy, c'est que vous avez réussi votre vie. C'est beau ça. Bravo. Ça, Paul, t-shirt. Hein. Titre d'épisode. On ne fera pas pour celui-là, mais un jour on le ressortira celui-là. Ah ouais, bravo. On va attaquer la section pour terminer, qui sera la section qu'on réécoutera dans un an pour savoir si on s'est définitivement étalé lamentablement ou pas. Nicolas, c'est toi qui commences puisque tu es le premier dans la liste. Alors, prévision. Alors, je ne sais pas si c'est un prévision ou un souhait. Suivant le premier, c'est le fait d'avoir une IA plus contrainte à devenir plus verte ou plus sobre en énergie. Et alors c'est peut-être plus un souhait qu'une prévision, et je pense que ça mettra sûrement beaucoup de temps à arriver, mais c'est vrai que c'était plus dans une cadre de réflexion un peu low-tech. Alors low-tech, c'est pas le fait d'abandonner la tech, c'est plus de sortir du technosolutionnisme et de trouver un peu le bon compromis entre les usages et la technologie qu'on fait avec. Et c'est vrai que, bon là en plus je viens de terminer la série sur Apple TV+, là, de extrapolation, qui fait en gros différents scénarios suite au réchauffement climatique, et avec des choses assez rigolotes, et où le technosolutionnisme d'ailleurs est montré comme n'étant pas la solution. Il y a notamment un épisode, alors je fais rapidement, mais c'est les gens uploadent leurs données dans une blockchain, donc la blockchain génère de la chaleur, sachant qu'il y a déjà de la chaleur par le carbone habituellement. Donc comme ça génère trop de chaleur, il faut qu'ils réduisent les données qui sont dans la blockchain. Enfin, il y a des... Donc la blockchain aggrave le système, mais ne résout rien. Enfin, c'est assez rigolo. Il y a 7 épisodes, je crois, de mémoire, qui sont assez différents. C'est assez sympa, et c'est vrai que ça fait un peu réfléchir, puis ça met un peu en condition de ce que pourrait devenir le futur, en montrant finalement que juste la partie technosolutionnisme répond pas aux besoins, voire des fois l'aggrave. Mais donc plus mes autres considérations en ce moment de petites fréquences, petits messages et ainsi de suite, c'est vrai que ça fait réfléchir un peu sur les usages. Et pareil, étant sur une PME, n'ayant pas des capacités de financement infinies, c'est vrai qu'on essaie d'être un peu frugal sur nos données, et plutôt de réfléchir au minimum de données dont on a besoin pour arriver à faire des choses. Donc c'est vrai que ce sujet-là me questionne. Et le deuxième, je sais plus ce que j'avais mis. Tu avais mis la miniaturisation de l'IA, donc quelque chose qui va un peu dans le même sens finalement, qui est de parler de Gemini Nano. Et effectivement, moi j'ai eu l'occasion de tester Mistral 7B, qui est léger, qui tourne sur finalement des ressources assez limitées. Et qui pour le coup donne des résultats cohérents avec sa taille finalement. Mais qui dans bien des cas peuvent suffire. Et ça effectivement, moi je te rejoins sur cette histoire de réduction, d'arrêter la course au gigantisme en fait finalement. C'est ça. On verra bien. Ouais. Je pense me tromper, mais je pense qu'on se trompera, mais et c'est un peu plus, on va dire. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience sur cette frugalité. Je pense que il y a des choses qui bougent, mais on pourra pas passer outre éternellement, ce qui est très certain. Moi, je suis très content, par exemple, que pour les développements, pour ce qu'on produit, pour nos plateformes,
on a un footprint qui est de plus en plus réduit. C'est-à-dire que les refactoring qu'on a fait nous ont permis de réduire drastiquement le nombre de CPU nécessaires, le nombre de choses pour faire le même travail qu'il y a 3 ans. Donc c'est quand même vachement bien, quoi. Je vais pas troller et dire que le fait d'avoir droppé Kubernetes a été l'un des plus gros contributeurs à cette chose, mais pas loin quand même. Donc c'est plus juste les UMAT en fait, tu me cherches surtout maintenant. C'est comment, mais c'est plus les VUMAT, c'est les c'est Cube. Je peux pas dire ça comme ça, notre cloud complètement digitalized développeur qui est Alexander, quoi. Toi, c'est pas possible. Mais il y a toujours une belle opposition entre Vincent et moi, que j'ai envie d'appeler Nicolas depuis le début parce qu'il a le compte de Nicolas, il y a écrit Nicolas Steinmetz dans sa petite... C'est-à-dire que tu me vois tellement peu souvent que tu me reconnais même plus quand tu m'as en face de toi. J'ai oublié, qui êtes-vous, monsieur? Ah, quelle bonne blague. Paul, vas-y, s'il te plaît. C'est toi qui es le suivant dans la liste. Il s'en va. Oui, non, c'est je prédis, alors pour 2024, je prédis que les RAG vont tenter de passer en prod, et là attention parce qu'il va falloir savoir les évaluer, les monitorer, ça va être saignant. Sécuriser aussi l'accès aux données parce que tout le monde n'a pas le droit forcément d'avoir toutes les informations dans l'entreprise. Il va falloir gouverner tout ça et finopser. Donc il va falloir à un moment aussi encadrer le coût parce que si ça plaît beaucoup aux utilisateurs et que vous avez un modèle où ça coûte à la requête au endpoint, ben potentiellement ça peut monter de manière alors linéaire, mais ça peut monter très haut. Donc ça va être un sacré pour 2024. Moi qui m'intéresse bien. Et l'autre prévision un petit peu plus plus incertaine, mais je pense qu'on va reparler d'AGI, donc l'IA non pas générative, générale. Alors on va en parler sous quel angle? Je pense qu'on va essayer de s'accorder à une définition de ce qu'est l'AGI. Et je pense qu'il y aura plusieurs définitions, et je pense qu'il y aura une définition très tirée dans un angle commercial. Je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont commencer assez vite, peut-être OpenAI en premier, à se positionner sur des solutions d'AGI avec leur propre définition de ce que c'est. Alors, moi, ce que je pourrais dire, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va être l'AGI? C'est peut-être le fameux stagiaire expert qui sait tout sur tout, qui a un premier niveau d'expertise, mais qui aura vraiment, pour le coup, la capacité à switcher entre les domaines. Ça sera peut-être quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'en tout cas, on va en parler de plus en plus concrètement, même si... voilà, ça, on va pas être pris en charge par des robots complètement autonomes en 2024, mais ça va être sans doute un des thèmes des prochaines. Jérôme, à toi. Moi je pense que c'est à peu près, ça revient un peu sur ce que vous avez déjà dit, mais ça va être l'arrivée des LLM dans les outils du quotidien. Alors ils sont déjà un peu là parce que on est des développeurs et que on a eu les premières tentatives. Ils sont un peu dans Bing, mais je pense qu'on va vraiment les avoir dans les outils que tout le monde utilise. Dans Windows, dans Office, dans ces trucs-là. Et ça va être la vraie épreuve du feu, c'est-à-dire où on va pouvoir voir si vraiment à quel point ça nous apporte quelque chose ou pas et que ça vaut l'argent supplémentaire qu'on va y dépenser. Et l'énergie, on ne le voit pas nous, mais c'est un vrai questionnement de beaucoup de gens, le modèle économique. Il y a le modèle économique et puis il y a le modèle la généralisation de ces LLM. Ça apporte parce que moi, en fait, tu vois, typiquement ce que je disais l'épisode précédent sur le bout que j'ai réécouté, c'est que j'avais essayé, comment dire, Copilot pendant la période de test. Quand c'est devenu payant, j'étais pas complètement convaincu. Je m'étais dit, je vais tester en le désactivant. Enfin, je vais m'en passer maintenant que je l'ai utilisé pendant 2 mois. Et j'avais pas ressenti de manque, donc ça m'avait pas suffi. Et pour l'instant, en fait, c'est, je dirais la première fois que vraiment j'ai gagné du temps dans mon travail grâce à. Alors là, c'était directement de ChatGPT, donc pas en intégré. Ça a été cette semaine en fait. Jusqu'à présent, je l'ai retesté. Des fois, j'avais des problématiques. Je trouvais pas des éléments d'information. Je lui demandais, il m'inventait des trucs. Donc je pouvais. Donc ça m'a rien apporté. Quand j'avais j'avais un bout de code qui passait pas, je comprenais pas pourquoi sur un système un peu particulier. Je lui ai posé la question, il m'a donné des banalités et finalement le côté j'ai un deuxième regard qui me permet de mettre le point sur le truc évident que je vois pas.
je l'ai même pas eu, quoi. Alors que finalement, il suffisait juste de faire attention à ce qui était écrit en anglais dessous dans mon message que j'ai mis un petit peu de temps à décoder, quoi. Et voilà. Et là, il y a eu un cas où effectivement, j'avais besoin de sortir un script dans un langage que je maîtrise pas du tout, qui est chiant et que j'avais pas envie d'apprendre. Et là, j'ai pu avoir les trucs qui m'ont fait gagner du temps, qui m'ont permis de le faire rapidement. Donc c'est voilà je pense que ce truc-là, on va l'avoir, il va vraiment être mis à l'épreuve du feu. On va vraiment se rendre compte de est-ce que ça nous apporte ce que ça nous coûte ou pas. Est-ce que ça nous apporte ce que ça nous coûte? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est plus intéressant? Oui, j'ai compris. J'ai un peu bafouillé, pardon. L'épisode commence à être un peu long et on commence un petit peu à peiner. Et tu revenais sur les trucs dont tu as mentionné tout à l'heure. Tu dis effectivement aussi, tu nous dis que finalement les ayants droit vont avoir un vrai fight. Je pense qu'il va y en avoir et il va être sur deux plans. Le premier, ça va être le juridique, ça va être le premier sur lequel ils vont taper parce qu'en plus ils sont très forts là-dessus. Et puis ils ont souvent les appuis politiques qui vont bien. Et puis il y aura le point technique peut-être avec les data poisoning qui vont sûrement se cumuler comme ils nous avaient fait du juridique et du DRM pour tout ce qui est copie et autres. Et je pense que à la fin ça finira par des accords d'une façon ou d'une autre qui font qu'ils vont récupérer plein d'argent qui à mon sens c'est pas toujours dû mais qui peut-être bon bref, on va pas faire le débat aujourd'hui. Mais je pense qu'il va y avoir ce sujet-là, oui. Après, c'est peut-être pas notre sujet à nous directement, mais indirectement, ça va être important parce que ça va avoir des influences, soit sur les coûts, parce que si tu dois avoir des droits d'auteur à chaque fois qu'un LLM génère un truc, enfin un EGM ou un GenAI de façon générale génère un truc, ça va. Déjà que c'est parti pour coûter un peu cher, pour reboucler avec ce qu'on disait avec Nicolas il y a quelques minutes, déjà que c'est parti pour coûter assez cher, si en plus il faut payer la matière première qui a servi à entraîner et qu'il faut mettre un subside en fonction de là où ça vient, déjà ça va être difficile à juger. On n'est pas rendu. Voilà, puis... Et effectivement, je pense que tu as raison, les dinosaures, ça fait bien longtemps qu'ils sont là, ils vont pas disparaître dans l'année à venir. Je pense que tu as 1000 fois raison. Voilà. Alexander, et toi, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle année? De l'année prochaine, je vais pas être très original parce que je pense qu'on a tous la même idée autour du RAG et du fait de l'industrialiser et de l'intégrer plus naturellement au SI. Je crois que là, tout le monde se tire la bourre pour sortir des solutions faciles à utiliser. Tout le monde a compris que ChatGPT, c'était un truc qui voulait appliquer à ses propres donner à ses propres clients et que tu peux pas filer tes données à OpenAI et que donc il faut réussir à monter ça sur tes jeux de données qui restent isolés et qui vont pas se balader sur les systèmes d'OpenAI. Donc là, je crois que ça va être un truc qui va émerger. C'est déjà embryonnaire, enfin ça commence, ça se tire la bourre. On va y arriver cette année. Totalement comme ça, mais alors changement de nom d'OpenAI, je sais pas si c'est un souhait ou une prévision, mais alors Open mon cul. Le premier épisode où l'annonce d'OpenAI avait été faite, tu étais là. Le premier épisode où on a parlé d'OpenAI, tu étais là et tu avais déjà fait la même réflexion. Tu as dit ça n'a rien d'open cette histoire, tu avais dit, je me souviens. Non, parce que c'était né d'une idée d'ouverture et puis ça. Non, mais dès le départ, il y avait un biais qui était c'était pas de l'open source, quoi. Tu avais dit, mais si c'est open dans le nom, c'est qu'il y a de l'open source et ça n'a rien d'open source. Tu avais dit ça ce jour-là. Ça va atterrir, écoute. Et après, en termes de tech, j'ai pas beaucoup d'autres prévisions. Je crois qu'on va être sur une année de consolidation par rapport à tout ce qui s'est passé en 2023. Et je mise sur une stabilisation et une reprise de l'activité économique qui va avoir un impact sur nous tous de toute façon. Ou en tout cas, je l'espère. Cool. Alors moi, pour terminer, je pense que j'ai deux trucs. J'ai effectivement d'un point de vue LLM, mais j'y reviens juste après, mais j'ai aussi le premier truc que je pense va arriver, c'est cette notion de hybrid data cloud.
Typiquement, dans quelle mesure on commence à le voir aujourd'hui, Snowflake est un des précurseurs là-dessus, où Snowflake est capable de se dire, indépendamment du compute cloud que tu choisis, on fait tourner du Snowflake, et je pense que ça doit prendre une ampleur beaucoup plus importante. Nous, on travaille là-dessus, dans ce sens-là, de dire, finalement, les gens veulent pouvoir traiter de la data et pas être avec un choix structurant par rapport au cloud provider chez qui ils sont, c'est typiquement. Et donc je pense que demain, on va avoir ce genre d'opération data qui se fasse au-dessus de l'ensemble des cloud providers. Et je pense que c'est un des phénomènes qu'on va voir arriver. Et qui va prendre vraiment dans 2024. On a parlé tout à l'heure de moteurs tels que DuckDB, DBT et autres. Ils font cette abstraction, ils permettent cette abstraction au-dessus de ce que sont les différents cloud providers. Donc c'est pour moi un vrai sujet sur la data. Et il y a Small Language Model en opposition à LLM. Finalement, on se rend compte que les très gros modèles sont pas forcément la panacée et que peut-être il vaut mieux avoir des petits modèles assez flexibles. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec ces interactions avec ces agents qui collaborent ou des choses comme ça. Et le RAG étant un premier pas, où se dire finalement le RAG où je vais injecter le corpus de data à partir duquel il faut répondre à la volée, donc j'ai pas besoin d'intégrer finalement tant de choses que ça dans le modèle, j'ai juste besoin d'intégrer de quoi comprendre le langage dans le modèle et reformuler des choses dans le modèle. Je pense qu'on va arrêter d'avoir des modèles qui grossissent, on va revenir vers des modèles plus petits qui vont permettre d'être plus flexibles, d'être plus faciles à manipuler, à opérer, et moins coûteux à opérer, et ça reboucle avec ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est qu'au final, on se rend bien compte que faire tourner un modèle gigantesque, c'est une vraie douleur, et que c'est un truc qui est compliqué. Et donc, on va se retrouver, je pense, finalement, à faire des choses où on va avoir une tendance à avoir des modèles plus petits. J'espère. Voilà, messieurs. Donc, il reste à noter ça dans nos tablettes ou faire du prosélytisme pour être le gagnant l'an prochain. Alors, on n'a pas pris de gros risques cette année. Non, on n'est pas en grosse rupture. Hein, C'était un plaisir de passer cette année à vos côtés. C'était un plaisir d'enregistrer ce dernier épisode. Merci pour votre bonne humeur, pour vos contributions, pour tout ce qu'on fait ensemble. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes, ainsi qu'à vous tous, chers auditeurs et auditrices. Ouais, joyeuses fêtes, à l'année prochaine. Bonne fête de fin d'année à tous et toutes. Ouais. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce Big Data Hebdo jusqu'au bout. On vous serait reconnaissant de nous noter sur vos apps de podcast et d'abonner 2 de vos amis. Un grand merci à Maxence Lecointe qui a composé et enregistré le générique de ce podcast. Retrouvez-le sur le Slack. À très vite.